Moscou par Frédéric Fayot. Année 1821. Il y a 8 ans, j'assistais à Moscou à un bal magnifique qui fut donné à l'empereur Alexandre par le corps de la noblesse dans la vaste salle d'un grand bâtiment qui tient au vieux marché. L'édifice n'a point d'apparence, il est sans effet extérieur. Cependant la salle est vaste et belle. Ses draperies étincellent d'or et de superbes dessins. Elles ont bien quelque chose d'un peu lourd, quoiqu'elles soient neuves et du goût d'hier. C'est que les Russes, pour les objets d'art, n'ont guère d'autres modèles que quelques artisans allemands qui habitent Moscou et Dantzig. 10 heures sonnaient au Kremlin. C'est la soirée de la Saint-Alexandre. Comme on se pressait dans les escaliers qui conduisent au grand salon, vivement éclairés, resplendissant de pierreries, de bracelets d'or, de beaux diadèmes des princes tartares, de vêtements gracieux et magnifiques, la foule me fit franchir vite leurs degrés. J'entrai dans les salles et j'y suivis longtemps, non sans émotion, le flot rapide des maîtres d'un empire immense, cette élite d'une nation belliqueuse qui avait combattu les Français, quand Bonaparte et sous lui Ney, Masséna et Gérard, si jeunes alors, tenaient l'épée de notre empire. Je n'entendais autour de moi que des accents français. Aussi ma pensée revint vite vers la France. Sans ces malheurs, je ne serais point ici. Avec ce souvenir reparut celui de ces sociétés moins fastueuses que j'avais quittées. À l'étranger, on s'appuie sur la gloire de la patrie. On découvre avec joie les titres que son épée et son génie ont inscrits dans la mémoire des nations. Le cœur vous bat quand vous entendez prononcer ce nom de Bonaparte, qui a laissé partout une ineffaçable impression, avec son vaste esprit, ses victoires et ses lois, qui venaient derrière ces victoires. Du milieu de ce luxe splendide ou élégant, importé de Paris et de Téhéran, dans l'atmosphère que respiraient ces groupes ravissants de jeunes filles, de belles et grandes dames, je croyais respirer parfois un air plus vigoureux que dans nos cercles, l'air des forêts et des plaines immenses de la Crimée et de la Géorgie. Les aïeuls de ces jeunes femmes en étaient sortis, et celles-ci en conservaient comme une tradition irrécusable la grâce impétueuse, le coloris du plus beau sang. Le bruit des voix couvrait l'assemblée. Il n'y avait pas là à penser, aussi je me livrais à l'existence tout extérieure de ce tourbillon. Je me laissais conduire par les amis que j'avais rencontrés et les flots agités de la foule. Je ne demandais plus de jouissance qu'à mes yeux, qu'à ma vive curiosité. L'empereur venait d'entrer dans la salle. Il était entouré d'officiers vêtus avec éclat, à la taille élancée et serrée. Son inséparable comte Aratchev l'accompagnait et lui présentait des officiers venus des divers gouvernements de l'Empire, des seigneurs et des étrangers. On se pressait autour de lui, mais avec respect, pour le voir et le saluer. Cet empressement ne dura qu'un moment. L'orchestre exécutait un air composé en 1812 et qui est national en Russie. Il est connu sous le nom d'Alexandre et Élisabeth. Ce chant a une grâce vive en même temps qu'une couleur mélancolique. Je le comparais à l'adieu qu'on adresse à une jeune personne tendrement aimée et malade lorsqu'on s'éloigne d'elle pour un long temps, pour un voyage plein de périls. Ce chant enivre les Russes, qui lient des souvenirs nationaux. Je l'écoutais 100 fois plus attentivement que jamais. Sa dernière impression sur moi fut de me rappeler des sons touchants que j'avais ouïs pendant une nuit de ma première jeunesse. J'allais sortir de France. Je les recueillis sur la lisière d'un parc, au pied des vieux murs du château de Grillon. Ces sons glissaient à travers les fentes éclairées d'une persienne et glissaient comme un vent du printemps dans les plus jeunes branches des buissons en fleurs. L'empereur serra la main d'un grand nombre de courtisans, puis les groupes se dispersèrent. Alors il fut libre comme nous, et alla se présenter devant les banquettes des dames et causer. Il était spirituel et beau. Sa figure s'animait dès que son âme était quelque peu intéressée. Personne n'entamait et ne soutenait mieux que lui un entretien. À quelques pas du prince, je lisais dans les yeux de tous l'impression que causait sa parole, ses manières affectueuses, toutes chevaleresques. Il brillait au milieu de ces jeunes groupes de femmes qui se pressaient autour de lui pour l'entendre, au milieu de ces toilettes qu'il devait froisser en marchant. Après des politesses qui s'adressaient aux rangs élevés, l'empereur passa sans affectation, mais avec vivacité,
aux jolies femmes du bal. Il les eut bientôt trouvées. Je le suivais, il causait haut. Sa parole était forte, alors même qu'il essayait de la plier, de l'adoucir. La conversation se poursuivait en marchant. Elle était gaie et toujours brisée. C'est en français qu'elle se soutenait. Toute la noblesse russe parle notre langue. Cette conversation toujours facile avait de l'à-propos. Elle charmait par sa douceur et sa politesse, sans laisser de traces cependant, car il n'y avait décidément rien de supérieur. J'étais auprès de l'empereur, lorsque touchant tout à coup la main d'une vieille femme, la princesse de Kamensky, il la pria pour une polonaise, espèce de marche cadencée, assez vive, exécutée sous le sceau des hautes convenances. La vieille Russe était ravie, et se tira assez bien du pas. Le tour des jeunes femmes arriva. Il y en eut 4 qui dansèrent la polonaise de l'empereur. Lorsqu'il voulait adresser une nouvelle invitation, il semblait interroger le groupe qui l'entourait et prendre conseil de ses impressions et de son goût. Quelquefois l'empereur se perdait, s'effaçait dans la foule. Alors on revoyait graviter autour de lui quelques courtisans, de vieux sénateurs. Changeons le lieu de la scène. Plaçons-la sur une promenade de Moscou. Alors le prince est inconnu, et il eût été difficile de le remarquer dans la foule, tant il était simple et modeste. L'empereur était auprès de nous au moment le moins attendu. Dans un de ces instants, il dit, en passant à côté de moi, « Bien, voici madame la comtesse Orloff, je vais la prier de danser. » Et il lui offrit gracieusement la main. C'était une joie et une sensation universelle jusque dans les galeries dorées. Tout était rayonnante de lumière, de pierreries. On eût pu croire que l'Asie était venue déployer son éclat et ses splendeurs fantastiques. Sur ses toilettes blanches ou roses, sur ces foules de têtes agitées, sur ces figures si gracieuses, il était impossible de lasser ses regards. Cette vue était ravissante. Il y avait de tous côtés mouvements, vie rapide, éblouis. C'était la réalisation d'une des plus magiques peintures des 1001 nuits. L'empereur était charmé. Dans le groupe d'officiers qui se formait de temps en temps derrière lui, je remarquai Paskevitch, avec sa taille élevée, ses cheveux rares, son regard mélancolique. L'éclair brillait dans ce regard, et la méditation avait fait tomber ses cheveux. Dibitch était aussi à ce bal. J'ai eu occasion de le revoir plusieurs fois et en autre lieu, à Tangorog, lorsque mourut Alexandre. Il est petit, brun, et marche la tête baissée. Il paraît froid, mais il a l'œil ardent, occupé. Son front est haut, comme celui de Bonaparte. Son dos un peu courbé et ses traits me rappelaient M. de Chateaubriand, en tenant compte de la différence de l'âge. Dibitch doit avoir aujourd'hui 45 ou 47 ans. Sa personne offre un mélange d'ardeur dans la pensée, de formes élégantes et militaires dont on est frappé. Cet officier si distingué passe pour un homme de plaisir. Il y a longtemps que nous lui avons prédit ses hautes destinées. Le comte de Paskevitch est un homme de mœurs plus graves, qui a un enthousiasme allemand, des études plus variées. Je l'ai revu à l'université de Kharkov où il amena un de ses fils. L'empereur sortira à 4 heures du matin. Le bal ne cessa qu'aux approches du jour, et moi, jeune étranger, je m'étais laissé charmer quelques heures par cette suite de scènes gracieuses, aimées sous tous les climats, à quelque période d'âge que les sociétés soient parvenues. Frédéric Fayot.